toujours dans la suite de la séance 8. Donc on est passé d'un état de planificateur et dirigiste vers un état euh, vers un état développeur et protecteur, Donc, toujours dans les exemples des modèles récents de la croissance, dans le cadre des choix des politiques économiques destinées à relancer la croissance. Dans le premier exemple où l'État où l'État il a un rôle de planification et de dirigiste, dans ce cas, l'État, c'est-à-dire il va planifier l'évolution de l'économie, c'est-à-dire il va planifier la production, la consommation, et aussi il est dirigiste dans la mesure où il va appliquer, c'est-à-dire il ne va pas laisser les mécanismes du marché agir de façon libre. Donc l'État, il a orienté en quelque sorte les mécanismes du marché. Mais dans le deuxième modèle qu'on va voir ici, lorsque l'État prend le rôle de développeur et protecteur, donc dans ce cadre-là, l'État a des politiques économiques qui sont beaucoup plus souples et qui s'ouvrent sur le marché international avec une stratégie d'exportation. Donc, ce choix a été principalement fait par les pays de l'Asie, de l'Est et du Sud-Est, à la différence du choix qui a été opté dans les années 50 par les pays de l'Amérique latine sur la base de l'investissement, c'est-à-dire de l'industrialisation par substitution aux importations. Ce choix-là des pays du sud-est asiatique, il est basé sur une stratégie d'exportation et d'ouverture sur le marché extérieur. Ce choix, donc, a été principalement au début effectué par les 4 pays asiatiques considérés maintenant comme les pays nouvellement industrialisés. Ces pays-là, il y a la Corée du Sud, la Taïwan et Singapour et Hong Kong. Ces pays-là ont connu début des années 70 une croissance importante et qui sur la base de l'exportation des produits manufacturés. Ces pays-là, bien entendu, ils se sont inspirés du miracle japonais qui a servi de précurseur et de laboratoire pour tout le modèle asiatique. Et là, le modèle japonais, il a inspiré aussi les stratégies économiques basées sur les exportations. Le succès de cette stratégie est tel qu'il est devenu dominante c'est-à-dire dans les pays asiatiques de l'Est. Si la politique économique a bien fonctionné dans ces pays, c'est parce que les gouvernements ont obligé les entreprises à exporter et à affronter la concurrence des économies développées. C'est-à-dire, dans ce cadre-là, l'État, il joue un rôle de développeur, c'est-à-dire il va développer, inciter les acteurs locaux à affronter la concurrence, à devenir compétitifs, mais c'est-à-dire sans imposer ou bien sans c'est-à-dire fausser ce qu'on appelle le jeu du marché. Les gouvernements déterminaient les objectifs à moyen terme, financer quelques secteurs stratégiques. Donc les secteurs stratégiques, ils bénéficiaient d'un soutien de l'État. On va voir ces secteurs-là qui ont été privilégiés par des politiques économiques. Et l'État, il protégeait aussi ce qu'on appelle les industries émergentes, c'est-à-dire vous savez, dans cette politique économique, c'est une politique d'industrialisation qui a pour objectif c'est-à-dire de créer, de développer un secteur industriel national. Donc, ces objectifs-là, pour que ce secteur industriel national devienne, c'est-à-dire compétitif et c'est-à-dire vital, c'est-à-dire, comment dirais-je, pour qu'il ait une position sur le marché, il a besoin au départ d'être protégé vis-à-vis de la concurrence internationale. Donc ces pays
Donc ces pays ont connu des résultats supérieurs à ceux de l'Amérique latine en termes à la fois de la croissance et d'égalité. Ils ont aussi bénéficié de l'aide des États-Unis. L'aide des États-Unis il se manifestait par les exonérations ou bien l'ouverture des droits de douane, l'ouverture du marché américain aux produits asiatiques avec des faveurs, c'est-à-dire avec des faveurs en termes d'exonération de droits de douane. Les succès économiques donc, de l'Asie de l'Est dans les années 60 et 70 ont renforcé les politiques d'exportation en place et les ont aidés à se répandre dans toute la région, ce qu'on on avait dit tout à l'heure, que cette stratégie elle est devenue dominante dans la région. Donc, ce modèle d'industrialisation par les exportations, les politiques publiques étaient élaborées par des organismes publics de planification. C'est-à-dire, lorsqu'on parle ici des politiques publiques, il s'agit principalement des politiques d'industrialisation qui visaient donc à réaliser un rattrapage, c'est-à-dire de, en termes de production industrielle nationale. Et donc ces politiques-là, ils avaient été en fait tracés par des organismes publics et avec des objectifs à moyen et à long terme. Dans ce cadre-là, on a l'exemple du Japon qui est très significatif, dont l'État avait joué un grand rôle dans le développement industriel après la Seconde Guerre mondiale. Donc, le modèle japonais, depuis 1945 jusqu'aux années 80, a constitué un référentiel pour les pays de l'Est asiatique. Donc, il a été fondé sur la promotion des exportations et la protection du marché intérieur. Lorsqu'on parle ici de la protection du marché intérieur, c'est-à-dire la protection des secteurs industriels qui sont naissants au niveau du marché national, c'est-à-dire par rapport à la concurrence internationale. C'est-à-dire la protection va permettre à ce secteur-là de se développer à l'échelle nationale. Donc, avec aussi, donc, dans ce modèle japonais, il y a aussi le système financier qui était dominant, c'est-à-dire que le système financier il est contrôlé par quelques grandes banques qui sont soutenues par l'État et c'est-à-dire qui réalisent les objectifs de la politique économique, notamment la politique d'industrialisation, avec aussi le soutien des grands conglomérats, c'est-à-dire les grandes entreprises privées, bien entendu, on a dit que le soutien il prend naissance, c'est-à-dire il prend son point, son appui sur la base des politiques industrielles qui étaient actives à cette époque-là. Donc, l'État en Asie de l'Est, c'est-à-dire dans ces pays-là, ce qu'on avait appelé les nouveaux pays industrialisés, et également dans le Japon. Donc l'État, il était le moteur du développement dans les secteurs stratégiques qu'on avait cités tout à l'heure. Donc les secteurs stratégiques, il s'agit de la sidérurgie, des infrastructures, de la construction navale, de l'électronique et des banques. Donc ces secteurs-là stratégiques, ces secteurs ont bénéficié d'un soutien de l'État parce que ces secteurs-là, ils étaient considérés par les États, les États asiatiques comme des secteurs moteurs ou bien ce qu'on appelle des secteurs moteurs ou bien des secteurs pilotes qui permettaient de constituer des pôles pour le développement industriel de ces économies. La notion d'État développeur, donc de development state, a été souvent utilisée pour caractériser ce mode d'élaboration et d'application des politiques publiques. Euh, on dit ici État développeur parce que l'État il joue un rôle de développement des secteurs économiques dans les pays concernés. Donc l'État développeur était caractérisé par une structure d'autorité centralisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le gouvernement central qui détermine les stratégies d'industrialisation, les stratégies de développement qui vont être suivies et appliquées par tous c'est-à-dire les autres niveaux et les autres échelles des différents
secteurs et des différents niveaux de pouvoir à l'échelle de l'économie donnée et qui pénétrait souvent profondément dans la société. Pour une série de raisons historiques, les pays qui ont eu recours à ce modèle tendaient à mettre en œuvre une croissance économique rapide. C'est-à-dire les économies qui ont suivi ce modèle, ils avaient comme résultat, donc à terme, une croissance économique rapide. À côté de cette croissance économique rapide, il y a aussi une politique attentive qui visait la sécurité nationale, c'est-à-dire la stabilité économique et qui visait aussi la protection des secteurs économiques naissants. Les gouvernements de ces pays ont profité des avantages comparatifs. Les pays asiatiques, parmi les avantages comparatifs qu'ils avaient, il y a premièrement la main-d'œuvre bon marché, disciplinée, et aussi il y a les ressources naturelles qui étaient abondantes dans certains pays asiatiques. Et aussi ces pays-là, avec leur politique incitative et d'exonération fiscale, ils ont accueilli des investissements étrangers. L'État a donc été l'agent, donc dans ce cadre, on considère que l'État était l'agent le plus efficace, dans la mesure où il soutient, il accompagne et il protège. Donc l'État il était l'agent le plus efficace d'une politique d'industrialisation conduite dans ces pays-là qui vont devenir les futurs pays émergents. On a ici l'exemple de la Corée du Sud, qui était considérée comme l'histoire d'un grand succès économique du XXe siècle. Pourquoi? Parce que c'est une économie qui était détruite les années 50 et c'est une économie appauvrie par la guerre. Elle a connu une industrialisation rapide pendant 4 décennies. Cette industrialisation, c'est-à-dire à partir des années 50, cette industrialisation est intervenue dans le cadre d'un État fortement autoritaire. C'est-à-dire que ce pays-là, il avait un État qui était efficace, qui avait donc un rôle, premièrement, si vous voulez, de développeur et protecteur, et qui avait choisi ce qu'on appelle la politique basée sur la promotion des exportations. Avec le temps, ce modèle de développement économique à base d'État a suivi des réformes libérales. D'abord dans le domaine économique, puis dans le cadre d'une transition vers la démocratie, enfin à nouveau dans le domaine économique. C'est-à-dire que la Corée du Sud, il est passé d'un État fortement autoritaire, c'est-à-dire qui intervenait dans tous les secteurs économiques. On peut dire dans cette phase-là que l'État il avait un rôle de planificateur et dirigiste. Après, l'État, c'est-à-dire il a adopté des réformes libérales pour s'ouvrir sur le marché. D'abord dans le domaine économique, puis ensuite dans le cadre de la transition vers la démocratie, c'est-à-dire dans le domaine politique. Et enfin, en troisième étape, elle a aussi, c'est-à-dire approfondi ces réformes-là, c'est-à-dire donné beaucoup de liberté aux agents économiques. L'histoire du développement économique de la Corée du Sud est celle d'une démocratie illibérale, c'est-à-dire qui n'était pas libérale, qui était dirigiste, une économie planifiée dirigiste, d'une économie dirigée par l'État et d'une croissance économique forte. La Chine, donc un autre exemple, comme les autres pays asiatiques, est décrite aussi comme étant un État développeur. La montée de la Chine était aussi le résultat d'une stratégie de développement basée sur la présence d'un État développeur et non pas sur un modèle néolibéral. Lorsqu'on parle ici d'un modèle néolibéral, c'est-à-dire un modèle où l'État est absent. C'est le jeu du marché qui impose les règles. Donc la réussite de la Chine, elle est aussi due au rôle joué par l'État, un rôle qui est efficace et décisif, déterminant. L'explication de la performance de la Chine a reposé en partie sur la gradualisation de la transformation économique chinoise. Ça veut dire quoi sur le gradualisme de la transformation économique chinoise, c'est-à-dire que
La transformation économique chinoise ou bien les politiques suivies par l'économie chinoise, euh, c'est des politiques qui étaient progressives, c'est-à-dire qui obéissaient à un rythme de changement, mais par étapes, et qu'on peut appeler graduel, c'est-à-dire par étapes. C'est-à-dire dans cette économie-là, on est passé d'une situation, c'est-à-dire caractérisée par une présence forte de l'État, c'est-à-dire un État dirigiste et planificateur, vers une situation d'un État développeur et protecteur. En particulier, la présence de l'État, il se manifestait en particulier par les entreprises publiques, avec aussi ce qu'on appelle ici, c'est-à-dire la stabilité politique du pays, qui favorisait ces politiques économiques. Sous le président Deng Xiaoping, c'était c'est-à-dire le leader chinois qui a transformé la Chine vers l'économie du marché. Parce que, comme vous savez, la Chine auparavant, c'est-à-dire avant les années 60, c'est-à-dire à partir des années 70, c'est-à-dire avant les années 70, l'économie chinoise, c'était une économie qui est communiste. C'est pas une économie basée sur ce qu'on appelle le marché, c'était une économie qui est communiste, c'est-à-dire c'est une économie où l'État joue le rôle de planificateur et de dirigiste. Donc, où l'initiative privée, elle est absente, carrément. Donc, sous le président Deng Xiaoping, les réformes ont été graduellement administrées. Le chemin vers la réforme a été marqué par la décision prise en 1993 d'adopter une économie de marché. Donc, c'est exactement vers la fin des années 80 que la Chine a opté pour une économie de marché, en reconnaissant le secteur privé comme un secteur important de l'économie chinoise. La Chine était dans une position unique pour une croissance rapide en termes de taille de sa population et d'ampleur de ses ressources. C'est-à-dire que la Chine, il a bénéficié d'un avantage comparatif inédit, caractérisé en premier lieu par la taille de sa population et en deuxième lieu par, c'est-à-dire l'abondance de ressources naturelles dans son pays. Il a aussi bénéficié de la richesse et de l'influence de la diaspora des Chinois d'outre-mer. Qu'est-ce qu'on entend ici par la diaspora? C'est-à-dire la population émigrée, c'est-à-dire la population chinoise qui était présente dans des pays extérieurs, c'est-à-dire la population immigrée, ce qu'on appelle le Jalia. Ensuite, en Asie de l'Est et du Sud-Est, l'État a ainsi contrôlé les mécanismes du développement économique basés sur l'ouverture extérieure et le soutien aux exportations. Donc, les gouvernements ont été les initiateurs, les promoteurs, donc les initiateurs, les promoteurs et le coordinateur de l'industrialisation. Donc ici, on constate que l'État, elle est constamment présente dans toutes les politiques économiques de développement. Il disposait d'un pouvoir discrétionnaire sur l'ensemble du processus par différents moyens, en accordant des subventions aux marchés publics, c'est-à-dire que l'État soutient les marchés publics, en imposant des quotas d'importation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une libéralisation des échanges de façon totale, mais une libéralisation qui était graduelle, c'est-à-dire une libéralisation qui est sélective, parce que on adopte des quotas au niveau d'importation, en taxant les produits d'importation, certains produits, et en accordant des avantages financiers et fiscaux donc aux acteurs, aux agents économiques. Partout dans les pays asiatiques de l'Est, les politiques publiques des gouvernements se basaient sur un postulat identique, c'est-à-dire un principe. Le renforcement de l'activité est lié à la libéralisation et l'ouverture. Donc, ça veut dire que après la stabilisation de ces économies, c'est-à-dire que ces économies-là, ils ont pu avoir une base industrielle
qui a pu avoir une position sur le marché international. Ces économies-là, ils sont passés à une troisième situation, c'est la situation qui est caractérisée par la libéralisation, mais avec une présence de l'État sous forme de mesures de régulation des marchés. Donc, le renforcement de l'activité est lié à la libéralisation et l'ouverture, allègement du cadre réglementaire des activités économiques, c'est-à-dire davantage d'ouverture vis-à-vis, c'est-à-dire de la concurrence et du marché international, multiplication des incitations fiscales, création des zones franches. Donc les zones franches, c'est des zones où il y a exonération totale d'impôts, et c'est des zones où on essaie d'attirer des investisseurs étrangers. Il faut aussi souligner l'impact des marchés régionaux à fort potentiel et des taux de change fixes avec le dollar. Donc la zone asiatique, c'est une zone où le marché international est très actif. La stabilité politique contribue aussi à attirer les flux de capitaux. Donc ces pays-là, ils étaient caractérisés par une stabilité politique. Notamment, on parle ici notamment la Corée du Sud, la Chine, l'Indonésie, le Malaisie, donc ce qu'on appelle les nouveaux pays industrialisés. À la fin de 2008, les vastes plans de relance de l'économie des pays émergents traduisaient pleinement le rôle régulateur de l'État face aux fluctuations des indicateurs économiques à l'échelle internationale. C'est-à-dire que la crise de 2008, l'État a joué un rôle important, fondamental, c'est-à-dire l'État n'était pas absent, il a joué un rôle fondamental pour préserver donc, les équilibres économiques et aussi pour préserver ce qu'on appelle soutenir la croissance de ces pays-là face à l'effondrement des marchés financiers qu'a connu l'économie mondiale en 2008. Donc, ces pays ont prouvé une capacité de résilience, c'est-à-dire une capacité de résistance vis-à-vis de la crise, démontrée donc par la façon dont la crise financière et la récession mondiale ont accéléré la montée de la Chine et des autres pays émergents. Donc, face aux crises de 2008 et de 2007, ces pays-là, ils n'ont pas connu ce qu'on appelle une récession, c'est-à-dire une récession importante de leurs économies. Au contraire, ils ont pu prouver une certaine résistance et ils ont même pu réaliser des taux de croissance qui étaient très favorables. Les gouvernements de ces pays ont su utiliser les armes budgétaires, c'est-à-dire la politique budgétaire et monétaire, dans les bonnes conditions. Le stimulus budgétaire de la Chine a été efficace. Donc, beaucoup de gouvernements des pays émergents ont aussi été capables de baisser les taux d'intérêt et d'augmenter les dépenses. Donc, on constate ici qu'il y a une politique volontariste de l'État qui, bien entendu, qui accompagne les agents économiques dans c'est-à-dire leur développement, tout en accordant progressivement la liberté au marché c'est-à-dire pour assurer une compétitivité de l'économie, mais tout en ayant un rôle, l'État, un rôle de régulateur. Donc, on s'arrête là, je vous remercie.